Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Méliès. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir, ça nous fait extrêmement plaisir. Et merci à nos partenaires et amis de Rancard d'être en association avec nous pour cette soirée exceptionnelle autour du film Un Peuple. On est très heureux d'avoir sorti hier et de présenter ce soir en compagnie de, vous verrez, pas mal de personnages, enfin plutôt protagonistes du film. Et avant de le présenter, je vais accueillir sur scène Emmanuel Gras, son réalisateur. Voilà, je peux l'applaudir. Troisième long métrage pour Emmanuel Gras après Bovine et Makala. Et avant de dire un petit mot sur le film, je crois qu'Emmanuel va à son tour présenter un autre invité. Oui, alors avant de présenter le film que je ferai après, en fait, voilà, je suis très content parce que là on va accueillir en fait Osama qui est un chanteur-rappeur et que on avait. Comme vous le voyez, c'est un gilet jaune. Il a fait toutes les manifestations, il a fait beaucoup de clips pendant les manifestations et en fait, moi je l'avais filmé pendant qu'il tournait un clip et c'est là où il a rencontré les gilets jaunes de Chartres d'ailleurs. Et lui, il fait donc dans ce clip, il y a des gilets jaunes de Chartres, c'est un morceau qui s'appelle La crise de Jupiter. Et ensuite, il est venu à Chartres parce qu'eux-mêmes ont organisé une conférence. Il est venu jouer à Chartres. Et voilà, donc il y a vraiment un lien puissant avec les gens que vous verrez dans le film. Et donc, on s'est dit que ça serait vraiment cool qu'il interprète ici ce soir, juste avant le film, un morceau. Voilà. Wow. Merci pour la présentation, elle est exhaustive qui plus est, donc moi j'avais pas grand chose à rajouter effectivement, parce que j'ai une histoire effectivement un peu particulière avec les Gilets jaunes de Chartres qui m'ont extrêmement bien accueilli en manif. On avait créé effectivement un espèce de cercle improvisé le temps d'un clip au milieu de Paris qui brillait de mille feux en ce temps-là. Et suite à ça, effectivement, j'ai été invité, j'ai eu beaucoup vraiment d'amour là-bas. Je suis revenu, j'étais complètement perché le soir, j'arrivais pas à dormir et j'ai compris que cette histoire allait durer longtemps parce qu'en fait c'est ce qu'on disait dans les manifs, on a retrouvé la fraternité et ça ils peuvent pas nous l'enlever quoi. Donc on n'a peut-être pas encore la liberté et l'égalité mais la fraternité on l'a clairement retrouvée et ce qui est écrit sur les frontons des mairies, et ben en fait chaque gilet jaune l'incarne et l'incarnait en fait durant cette période et donc voilà, je suis vraiment très honoré de mettre ma musique au service des Gilets jaunes de Chartres ce soir, voilà. Donc la chanson s'appelle Les Gilets jaunes triompheront et j'avais commencé à l'ébaucher d'ailleurs en revenant de la conférence en me disant qu'il fallait que je raconte quelque chose par rapport à toutes ces émotions fortes qu'on vivait ensemble et elle a finalement naquit plutôt l'été qui a suivi et puis voilà. Mais bon, en tout cas il y a quelque chose qui émane de vous clairement, même sur cette chanson. Vous pouvez lancer la musique. Combien de fois suis-je passé par ces lieux, ces ronds-points, ces parkings. Maintenant mes yeux s'écarquillent, je sais qu'il peut y naître un truc merveilleux. Les gilets jaunes sont dehors, au bord de la route, poètes font de l'or avec de la boue. Ingénieux mais tournesols divers sont prêts à tout, ils savent qu'il n'y a pas de révolte sans amour. On s'est regardé, on s'est parlé, on sait la part de soleil que l'autre contient. C'est vrai, on est combien à avoir recréé du lien autour des ronds-points, à s'être organisés, à fraterniser, tous portés par quelque chose de plus grand. Je suis convaincu qu'à travers nous, c'est la nature qui se défend. Nos ronds-points sont les îles, par réel en naufrage. Demain ce seront des villes libres, sans barrière ni péage. Nos rêves d'enfants ne sont pas morts. On a reconstruit des cabanes, qu'importe la bourgeoisie, ses états d'âme. Le samedi dans les beaux quartiers on se pavane. Sortez les fumigènes et les fusées de détresse, moment d'allégresse, de consécration. Il y a peu on se croyait seul, on se découvre constellation. Regarde la joie qu'il y a parmi les nôtres. Il y a tellement de joie qu'on en oublie d'être haut. On a relevé la tête, on vit nos idéaux, nos idéaux. Je suis gilet jaune, partout même sur la place de l'étoile. Liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. À travers les rues d'Alger et d'Hong Kong, il se dit que les gilets jaunes triompheront. Partout même sur la place de l'étoile. Liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. À travers les rues d'Alger et d'Hong Kong. Les gilets jaunes ont du cœur, ce qui n'était encore juste hier que le début d'une friche industrielle peut devenir une maison du peuple. Les gilets jaunes sont des artistes, la beauté est partout.
La rue est acquise, la rue est à nous. On se parle, on s'étreint sans se connaître. Il y a tellement de tendresse dans ce soulèvement. Les rayons du soleil percent les lacrymogènes. Je vois apparaître cette foule aimante. Et nos rires sont des valses que l'on danse en apesanteur. L'espoir s'y invite, bras dessous, bref, sentiment de grandeur. Ça y est, la rue tangue, hissez les voiles. Tenez bon, les approns, les calomnies nous secouent, mais une voix chante par-dessus les toits que le bateau ivre sera bientôt libre. Oui, on sera bientôt libre, on s'en fait la promesse. Et si ça se passe mal, on part conquérir les étoiles en poussant des cris, en vaisseau spatial. Saint-Nazaire, commercie, notre pouvoir est incoercible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, un grand merci. Ce que je voulais, c'était changer la vie, mettre ma poésie à l'épreuve du réel. Avec les copains, on a fait ce qu'on a dit. Il est donc vrai que la rue a des ailes. Partout, même sur la place de l'Étoile, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. À travers les rues d'Alger et d'Hong Kong, il se dit que les gilets jaunes triompheront. Partout, même sur la place de l'Étoile, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. À travers les rues d'Alger et d'Hong Kong, il se dit que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Et ça, c'est la voix des copains, justement. Les gilets jaunes triompheront. Paris, Les gilets jaunes triompheront. une copine d'Amiens, Les gilets jaunes triompheront. de Paris encore, Les gilets jaunes triompheront. la Bretagne, bien sûr. Les gilets jaunes triompheront. Et là, Benoît, vous allez voir dans le film, Les gilets jaunes les triompheront. gilets jaunes de Chartres. Partout, même sur la place de l'Étoile, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. À travers les rues d'Alger et d'Hong Kong, il se dit que les gilets jaunes triompheront. Partout, même sur la place de l'Étoile, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Saint-Nazaire, commercie. Il y a tellement de joie qu'on en oublie d'être pauvre. Ce que je voulais, c'était changer la vie. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. Faites du bruit pour eux, ils sont là, ils sont juste ici. Les gilets jaunes que vous allez voir dans le film. Je vous remercie. C'était Oussama, les gilets jaunes triompheront. Merci Oussama, bravo. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je laisse Emmanuel Gratte peut-être quelques mots avant le film, mais bien sûr il y aura un temps d'échange entre nous, entre vous, avec d'autres protagonistes du film après la séance. Ouais, bah, du coup aussi je me dis peut-être qu'après la séance il y aura Agnès, Nathalie et peut-être Oussama aussi s'il veut revenir, puisqu'il a quand même vraiment participé à énormément de manifestations avec nous. Sur le film, je ne vais rien vous dire de plus, je vous dis juste une bonne projection et puis on en parle après quoi. En fait maintenant ça y est, il faut lancer. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
et bienvenue. Je suis ravi de vous avoir tous les 3 et 4 et 5 et d'avoir beaucoup de monde du film ce soir avec nous. Merci Emmanuel Gras, merci Agnès, merci Nathalie d'avoir fait le déplacement depuis Chartres ce soir pour être avec nous à Montreuil. C'est un grand honneur de vous avoir après la vision de ce film dans la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de questions parmi nos spectateurs et je leur passerai rapidement le micro. Mais peut-être pour démarrer, j'aimerais bien savoir comment vos parcours entre Paris et Chartres, à quel moment vous vous êtes croisés, à quel moment vos parcours militants ont rencontré le geste du documentariste, à quel moment s'est fait la connexion entre votre engagement et la création de ce film. Pour une fois, tiens, ça peut être toi qui commence. Alors, pour une fois, c'est moi qui commence. Donc, merci à tous d'être déjà venus voir le film. On a rencontré Emmanuel à Chartres. Emmanuel a été le 17 novembre et le 24 novembre sur les manifs à Paris. Et il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui arrivait d'assez grand. Et il a essayé de discuter avec les gens, mais il s'est aperçu que c'était des provinciaux. Et du coup, il y a une amie qui habite Chartres, à Emmanuel, c'est ça? Je ne me trompe pas? Je te prends ton discours, t'as vu, hein? Et du coup, il est venu à Chartres. Et, alors, au départ, ça a été assez compliqué pour nous de voir quelqu'un arriver, parce qu'on avait eu des problèmes avec des journalistes qui avaient, à Chartres, pris des photos à notre insu et avaient fait un papier assez trash sur nous. Et Emmanuel est arrivé dans une bienveillance et il s'est présenté, il nous a dit qu'il était documentariste, qu'il était indépendant et puis il est venu tous les jours sur le rond-point et puis ben voilà quoi, le film s'est fait quoi, comme ça. Mais Emmanuel, vous n'êtes pas venu, enfin vous êtes venu directement, vous aviez une caméra à la main ou vous êtes d'abord venu? Ouais, en fait, parce que on commence à avoir l'habitude avec Agnès et Nathalie de raconter. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai d'abord entendu parler du mouvement des Gilets jaunes comme tout le monde avec l'appel du 17 novembre. À ce moment-là, j'ai pas vraiment fait gaffe. Quand j'ai vu qu'il y avait une vraie mobilisation sur les ronds-points, ça m'a quand même titillé. Du coup, je suis allé aux premières manifestations à Paris, donc celle du 24 novembre et du 1er décembre. Et là, il y avait deux choses en effet, comme le disait Agnès, j'ai vu que c'était vraiment une population qui n'était pas parisienne au départ, alors que moi j'avais fait beaucoup de manifs pour filmer ou pour y participer. Là, je voyais bien que les gens ils montaient à la capitale. Et donc, c'était pas le cœur du mouvement. De toute façon, on le sait, hein, il n'y avait pas de gilets jaunes au départ à Paris ou même en région parisienne. Et que c'était en effet pas non plus l'endroit où tu pouvais vraiment discuter. Par contre, j'avais vu que c'était déjà très virulent. Le fait d'aller sur les Champs-Élysées, de monter des barricades, à la fin on voit, puisqu'à la fin il y a un peu un retour comme ça sur toute cette mobilisation, la barricade qu'on voit à la fin, c'était vraiment celle du 24 novembre. Et donc le fait qu'ils osent en fait faire ça, qu'ils osent prendre possession de la rue de cette manière-là, sans la déclarer, à ce moment-là, c'était pas déclaré la manif au départ. Et ben, moi, je me suis dit, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Par contre, si je voulais aller parler avec des gilets jaunes et surtout comprendre en fait ce qui se passait, il fallait aller sur des ronds-points. À ce moment-là, il n'y avait pas de rond-point dans la région parisienne. Donc, c'est une amie qui m'a dit que ouais, le rond-point de Chartres, il était occupé. Moi, je connaissais. Enfin, voilà, en fait, juste, je cherchais n'importe quel rond-point et il se trouve que le rond-point de Chartres, quand j'y suis allé, je sais pas, en fait, assez rapidement, j'ai senti que je me sentais bien et aussi qu'il fallait que je reste en fait à un endroit parce que par exemple, je voulais pas faire là du tout. À ce moment-là, je n'avais pas vu le film de Ruffin et Perret, Je veux du soleil, mais de toute façon, je savais que j'étais pas du tout je voulais pas du tout faire un truc dans l'instantané. Moi, si j'étais avec des gens, je voulais voir ce qui se passait sur la durée. Et du coup, vous étiez quand même aussi au début de votre lutte, Nathalie. Peut-être vous pouvez dire un mot de où vous en étiez. Est-ce que déjà vous vous connaissiez toutes les deux au moment où est-ce que vous êtes tous rencontrés au même moment? Ou vos amitiés, est-ce qu'elles se sont construites de manière collective? Ou est-ce que Emmanuel est venu dans un cercle déjà soudé, construit de lutte? Oui, en fait, le 17 novembre, en fait, il y a eu plusieurs endroits où il y avait des ronds-points occupés. Et en fait, à un moment donné, il y a des ronds-points qui ont été évacués, donc on s'est pratiquement tous recentrés sur un seul rond-point.
Et Agnès, qui venait plus d'un rond-point à côté de Voves, enfin, c'est un petit village en campagne, nous a rejoint sur le rond-point. Le groupe était déjà constitué. Elle était porte-parole, porte-parole sur son rond-point. Et du coup, nous, on avait déjà un porte-parole, mais en fait, elle s'est jointe à nous. Et en fait, on a fait... on a comment dire, enfin, voilà, bref, on s'est retrouvés tous ensemble et on a continué le mouvement tous ensemble. Ouais, dans un rond-point qui est en lui-même particulièrement symbolique, enfin avec cet espace de fitness à côté. Et ce que vous racontez aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le film, c'est l'organisation de ce mouvement, avec presque un découpage, parfois par circonscription, là, comme dans la sandwicherie où vous discutez. Comment... Vous ne m'entendez pas bien. Pardon, je parle plus fort. Et comment, Emmanuel Graff, vous avez prêté attention aussi à la manière dont ce mouvement était organisé pour en rendre à la fois les grandes liesses et les tensions et les modes d'organisation d'événements et de rassemblements, etc. Oui, alors, oui, donc moi quand je suis arrivé, donc, il y avait déjà eu Benoît qui était élu porte-parole. Mais le groupe était à la fois déjà constitué d'une certaine manière, mais il était aussi en cours de constitution. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était de voir en fait comment est-ce qu'un collectif se crée, puisque c'est quand même la plupart des gens qui étaient ne se connaissaient pas avant en fait. Et comment est-ce qu'un collectif se crée à partir de rien, et comment aussi, parce que très rapidement il y a eu un discours médiatique qui disait que en gros, les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de... Enfin, ils étaient diabolisés à plein d'endroits, et notamment dans le côté, de toute façon, ils ne sont pas organisés, et ils ont ils ont des revendications incohérentes. C'était un peu les deux trucs qui revenaient tout le temps, plus des trucs plus graves, mais en tout cas, ça revenait. Et moi, ce que je voyais, c'était qu'au contraire, enfin, qu'il y avait un effort d'organisation qui était extrême, et donc, oui, dès qu'il y avait ces questions-là d'organisation, moi je voulais absolument y être, et en fait assez rapidement, en effet, ils sont allés rencontrer d'autres ronds-points, finalement d'autres ronds-points du département, avec cette histoire-là de secteur, de séparation par secteur, pour pouvoir organiser des actions plus coordonnées au niveau du département, notamment pour aller prendre le péage de Saint-Arnoux. Pour faire vraiment des grosses actions, aussi pour s'organiser pour monter sur Paris, jusqu'au final. Alors ça, j'ai pas pu le mettre dans le film, mais en tout cas il y a eu des assemblées ensuite. Mais bref, sur tout ce côté organisation et même aussi la démocratie, ou comment est-ce qu'on s'organise à l'intérieur du groupe avec des porte-paroles, des coordinateurs, et avec les problèmes aussi qui peuvent arriver avec ça, puisque finalement c'est le problème de la démocratie. Alors directe, représentative, en fait, on voit que même au niveau d'un groupe, c'est pas simple en fait de réussir à s'organiser. Et c'est ça que je voulais montrer. C'était de montrer comment dire. Je voulais montrer comment est-ce que l'intelligence collective à l'œuvre, c'est-à-dire avec les difficultés de n'importe quel groupe qui s'organise, quoi. Et on a le sentiment, alors peut-être il faut rappeler que vous êtes aussi chef opérateur et que c'est vous qui cadrez le film, enfin, qui faites l'image du film. On vous sent, Agnès, Nathalie et tous les protagonistes du film, très à l'aise avec le fait d'être filmé. Est-ce que c'est lié aussi au fait que vous filmez énormément aussi ce qui se passe autour de vous, etc. On sent qu'il y a quand même une présence constante des téléphones qui revient dans le film, hein. Ce live qui est un peu douloureux à regarder, etc. Est-ce que c'est lié à l'acceptation d'Emmanuel, au fait que vous filmez déjà? Oui, je pense aussi. J'y avais pas réfléchi, mais je pense que oui, ça joue beaucoup le fait que la plupart des Gilets jaunes font des lives. À cause de la répression policière, on s'est protégé comme ça en faisant des lives. Et c'est surtout aussi, c'est que la caméra d'Emmanuel, c'est comme un appareil photo. Donc elle est petite, c'est pas la grosse caméra qu'on peut voir. Voilà. Donc du coup, à la fin, on l'oubliait carrément, quoi. On avait carrément oublié sa caméra. Et est-ce que ce dispositif-là, c'est ça qui vous permet aussi de vous infiltrer vraiment au cœur de mouvements de foule énormes, quoi, parce que le film démarre à Chartres progressivement, enfin, fait des incursions à mesure que les samedis passent dans la capitale et ses violences.
Et du coup, le dispositif que vous aviez adopté pour suivre à ce moment-là le groupe, chaque individu, et être en même temps au cœur de l'action, on sent que vous reculez quasiment jamais face aux charges et ce qui se passe, c'est grâce à cette espèce de légèreté. Ouais, bah après le choix de moi d'avoir filmé en fait avec un appareil photo, c'était un choix de moyens au départ, puisque c'est un film où il n'y a pas eu d'aide, il n'y avait pas le temps de trouver des aides, et aussi il n'a pas été aidé, seulement à la fin. Donc moi je trouvais que c'était mon matériel, donc je suis parti avec ça. Après il y a un ingénieur du son, enfin un réalisateur ingénieur du son qui est venu m'accompagner pour faire le son, donc on était quand même à deux avec la perche. Donc, ça c'est quand même plus perturbant, c'est vrai que vous parliez là du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui filmaient, et là c'était quand même pas la même installation, je pense que c'était plus visible. Et après dans les manifestations, oui c'était très léger, et oui je pense qu'en fait pour plein de gens il n'y avait aucune différence entre moi, et de toute façon je sais pas, il y avait des dizaines et des dizaines de gens qui filmaient en permanence tout, et aussi beaucoup de gens de la presse, enfin, c'était tout le temps filmé. Et pour moi, le truc, c'était pas trop de réussir à m'immiscer. Ça, c'était en fait finalement, vu que tout le monde filme, personne ne fait attention spécialement à quelqu'un qui a une caméra. Et c'était surtout de me dire, mais en fait, mais comment est-ce que je peux faire moi des images qui ne ressemblent pas à ce qui a été fait, ce qui est fait par les télés ou par tout le monde ou par les lives Facebook. Et pour moi, en fait, c'est pas nécessairement, c'est que justement, quand on fait un film, pour moi, c'était de montrer, de faire vivre aux spectateurs les manifestations à travers le vécu des gens qui y vont. C'est-à-dire, c'est en suivant Agnès quand elle va récupérer les gens sur les Champs-Élysées qu'il y a la tension, enfin, qu'on vit ce moment-là avec elle, ou avec Nathalie, enfin Nathalie et Agnès, là, quand on est sur le rond-point de l'Étoile, que ça pète de tous les côtés, où en fait physiquement on peut avoir peur avec elle. En fait, c'est parce que justement, on n'est pas simplement en train de montrer des images spectaculaires, mais de les vivre par l'intermédiaire des gens qui sont filmés, quoi. Parce qu'on les connaît, en fait. Quand on monte à Paris, on va avec elle, quoi. Et une dernière question avant de passer la parole à la salle, c'est aussi l'incursion que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes sur le rond-point, au niveau des péages, vous allez à Paris, vous filmez la manifestation à Chartres, mais aussi il y a une vraie incursion chez vous, dans vos domiciles, à la fois dans des temps de réunion, etc. Donc c'est une vie gilet jaune, et aussi dans votre vie personnelle. Et ça, il a fallu quand même se livrer pour... c'est ce qui fait la force du film, quand vous parlez de cette forme d'empathie qu'on peut ressentir, c'est aussi grâce à vous, la manière dont vous avez accepté de montrer les sources de votre engagement. Et est-ce que c'était compliqué? Enfin, là, ça fait plusieurs fois que vous faites des débats autour du film. J'imagine qu'il doit y avoir un sentiment un peu fort à l'idée de livrer son chez-soi, à l'écran et à la caméra d'Emmanuel. Quand c'était les ateliers à la maison, c'était pas très compliqué parce qu'il y avait plein de gens. Donc, enfin, moi, j'étais pas super à l'aise avec la caméra. Même si elle était petite, il a fallu un temps avant que j'accepte. Et après, en ce qui concerne la partie plus personnelle, ça a été fait, mais dans le temps. C'est pas venu tout de suite. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'Emmanuel nous suivait, qu'il venait avec nous partout. Donc en fait, il faisait partie de notre groupe. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des réactions dans la salle ou quelqu'un qui peut... Oui. Je voudrais vous remercier parce que je trouve ça très très courageux ce que vous avez fait. De rester en plein hiver avec de la neige et du froid pour soutenir un mouvement. Je trouve ça vraiment super courageux en fait. Et je pense que ça fait un moment que c'était latent en France. Je trouve que la situation ça devient de plus en plus dure. Moi je suis allé au Resto du Cœur, j'ai sympathisé avec un type de 70 ans qui n'a aucun revenu et qui dort dehors. Et à côté de ça, j'ai vu un documentaire sur des grands patrons qui gagnent 200 000 € par mois, qui ne savent même pas quoi faire de leur argent. Je veux dire, c'est tellement... je trouve ça bien, en fait, que depuis mai 68, moi j'ai vécu mai 68, enfin j'étais enfant, mais j'ai assisté à ce qui se passait. Je trouve que c'est très bien, c'est le seul mouvement vraiment important depuis mai 68. Et je pense que ça n'était pas seulement M. Macron, quand on dit Macron d'émission, enfin, moi je ne suis pas un admirateur, je ne suis pas membre de Macron,
Et ça avait déjà commencé sous Sarkozy et sous Hollande, en fait. Ça avait déjà commencé depuis longtemps. Il y avait M. Sarkozy qui volait les pauvres, c'est-à-dire que quand les gens touchaient des minima sociaux et qui travaillaient à côté pour gagner 100 € de plus par mois, il leur demandait de rembourser la caisse d'allocation familiale, de façon à ce que les gens qui travaillent pour avoir plus que leurs minima sociaux et encore moins quand ils travaillent. Donc moi j'appelle ça Robin des Bois à l'envers. M. Hollande, il a dit qu'il allait faire mieux que M. Sarkozy, il a critiqué la finance, il n'a strictement rien fait. M. Macron, c'est nouveau. Je vous félicite d'avoir fait ça parce que c'est vraiment très courageux. Moi, je sais ce que c'est que la précarité et l'exclusion parce que j'ai fait des boulots de merde pendant toute ma vie parce que j'avais un handicap, on voulait moi nulle part. Et bon, je ne veux peut-être pas parler politique pure et dure, mais quand on voit ce qui se passe depuis 68, moi j'ai vécu la période avec le mouvement hippie, le grand espoir de changement de la société. Et le paysage politique de la France en ce moment, avec des gens qui, enfin, je ne connais pas vos opinions, mais qui ne sont pas tellement pour le bien-être des pauvres, qui sont plutôt pour... qui sont contre l'inclusion des handicapés, il y a aussi, je crois qu'il y a aussi des gens qui viennent de Turquie, qui sont en prison parce qu'ils ne sont pas de papier. Enfin, je trouve ça assez inquiétant, quoi. Et je voudrais savoir, enfin je ne veux pas parler politique, mais je trouve ça très très inquiétant, la situation politique de la France. Et je pense que vous avez été exposé à la violence, vous êtes vraiment battu, vous avez sacrifié de votre temps, de votre santé, parce que moi j'y suis pas allé, parce que malheureusement j'ai plus 20 ans, et il y a une manifestation comme ça, je pense que je suis pas assez sportif pour tenir le coup, et j'ai des problèmes de santé, et franchement c'est très courageux. Hein. Je pense que je ne sais pas quel est l'avenir et l'évolution de votre mouvement, parce que c'est facile d'être spectateur. Si je peux vous répondre, je vais c'est facile d'être spectateur et de ne pas être acteur, mais merci beaucoup. Merci à vous. En gros, le mouvement continue. Les Gilets jaunes triomphent, comme dit Oussama. On y arrivera, il faut du temps. Ça ne sera pas fait sur l'instant, mais on y arrivera. Et merci de vos encouragements, monsieur. Ben, c'est très courageux ce que vous faites, franchement, bravo. Je voulais savoir, vous rappeler ce que signifie le sigle RIC. Le référendum d'initiative citoyen. Oui. Et je vais poser une autre question. Est-ce que vous avez vu un pays qui se tient sage, où il parlait aussi des gilets jaunes et de la violence, policière? Merci. Oui, je l'ai vu. Mais c'est effectivement un film qui est complètement basé sur la violence policière, qui est aussi très bien, mais qui parle plus de la violence policière que du mouvement des Gilets jaunes et de leurs revendications. Oui. C'est complémentaire, mais c'est pas du tout la même chose. Merci, bonjour. Moi j'ai suivi aussi le mouvement des Gilets jaunes sur le terrain en tant que journaliste depuis le 17 novembre, en suivant un groupe de Seine-et-Marne. Et je vais vous dire bravo parce que en fait c'est la première fois que je vois vraiment ce que j'ai vécu en fait. Et avec une vérité, une justesse formidable, ni misérabiliste, ni trop sur la violence, ni pas assez, c'est très humain. Et c'est très équilibré, c'est très juste. Et vraiment bravo parce que c'est la première fois que je le vois tel que je l'aurais raconté si j'avais su raconter en image. Donc j'espère juste que ce sera vu par plein de gens parce que je trouve que 2 ans, 3 ans après le début de ce mouvement, on n'a toujours pas une vraie idée de ce que les gens ont vécu. Et en plus, vous avez su vraiment bien filmer, quoi. C'est parce que j'ai aussi fait toutes les manifs, j'étais gazée, tout que j'étais là, alors vous étiez partout, j'ai reconnu tout. Et ça fait du bien de voir que, voilà, que ça a pu être vu avec un œil aussi juste. Et simplement, j'espère qu'il sera vraiment vu par beaucoup de gens, quoi, ce documentaire. C'est ça. Vous dites les Gilets jaunes continuent. Comment?
Alors, je vais parler de Chartres et puis un peu de Paris. Il faut savoir que tous les samedis à Paris, il y a des manifestations Gilets jaunes déclarées. Samedi, il y a Jamel qui déclare à Paris. Nous, à Chartres, tous les mercredis sur le rond-point, alors pas sur le rond-point, parce qu'on n'a plus le droit d'être sur le rond-point, mais à côté du rond-point, de 16h à 18h, il y a les Gilets jaunes de Chartres qui se regroupent. Et après, de 18h à 21h, ils travaillent dans une salle sur toutes les revendications, que ce soit démocratiques, fiscales. Oui, non, mais alors du coup, je prends un peu le relais. Oui, mais c'est pas moi qui le fais. C'est que, parce que ça pose la question de la mobilisation des gens qui sont dans le film. Est-ce que leur mobilisation a continué? Donc, est-ce que ce dont parle Agnès, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que elle, Nathalie et d'autres, en fait, continuent à se mobiliser, mais aussi d'une manière associative, c'est-à-dire qu'elles ont créé une association qui s'appelle Objectif RIC. On voit bien que dans le mouvement, en fait, un des mots d'ordre qui est devenu un des principaux mots d'ordre, c'est celui du référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, personne ne savait très bien de quoi il s'agissait au départ. Moi, je ne savais pas non plus. Au départ, je ne m'y intéressais pas trop non plus. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment au premier plan parce que c'était ça l'originalité du mouvement, je pense, par rapport à d'autres mouvements sociaux. C'est que ça ne s'est pas contenté de revendiquer des choses, des acquis sociaux ou de protéger des acquis sociaux. Déjà, c'était avec la volonté d'avoir des droits nouveaux, d'avoir une meilleure vie au niveau matériel, mais aussi des nouveaux droits citoyens. C'est assez rare. Il faut vraiment le remarquer que le fait que le RIC, ça soit devenu le fer de lance du mouvement, c'est que c'était aussi pour réagir au sentiment de ne plus avoir aucun pouvoir sur la politique du pays, d'élire des gens qui ensuite, de toute façon, peuvent mener la politique qu'ils veulent. Enfin, monsieur le rappelait, entre Sarkozy, Hollande, et puis même avant, puisque tout ça, on peut remonter à la rupture de 83, en fait, où il y a eu les socialistes élus au pouvoir, puis finalement, ils changent leur politique. Donc c'est quand même de là, finalement, que naît tout ça. Mais bon, bref. Là, Agnès et Nathalie, en fait, elles ont fait une association où elles sont allées étudier tous les RIC qui existent, puisque dans 44 pays, il y a des RIC qui existent. Elles ont fait un site où on explique tout, les différents types de RIC, etc. Enfin, il y a vraiment eu un travail de formation, d'auto-formation, puisque vous êtes formés, et d'explication de tout ça. Enfin, voilà. Bravo pour ça. On s'est auto-formé et maintenant on fait de l'éducation populaire au niveau d'Objectif RIC. Et pourquoi le RIC? Je vais aussi rappeler pourquoi le RIC, c'est que tous les Gilets jaunes avaient beaucoup de revendications. Et on a essayé de travailler les Gilets jaunes, on a cherché, et on a trouvé un outil démocratique qui permettait de peut-être obtenir, grâce à cet outil démocratique, l'espoir d'avoir nos revendications, quoi, grâce à cet outil. Et c'est pour ça que Nathalie et moi, on s'est vraiment mis à fond sur le RIC. Et une question pour Emmanuel Gras, par rapport à votre film précédent, notamment Makala, où on avait quand même l'itinéraire d'un homme au Congo, enfin vraiment dans son activité de travail, etc., sans commentaire, il me semble. Et là, on est dans un film beaucoup plus riche en paroles, avec un sujet très complexe, enfin une mobilisation avec beaucoup d'aspects. Comment vous avez fait pour intégrer progressivement à la fois les revendications, l'apprentissage sur le répertoire de mobilisation, etc. Oui, alors c'est pas du tout le même genre de film. Et en fait, moi, en faisant le film, celui-là, je voulais aussi me laisser porter. En fait, moi, mon envie de cinéaste, c'était aussi de me laisser porter par un truc que je contrôlais pas et de naviguer, de trouver des solutions et de suivre aussi l'instinct un petit peu de ce qui se passait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, oui, en fait, sur plusieurs mois de mobilisation, il se passe plein de choses, il y a plein de thématiques qui arrivent, il y avait énormément de choses hyper intéressantes. En fait, à l'intérieur de ça, il faut réussir à suivre ce qui nous semble le plus important. Donc, en effet, les questions d'organisation, c'était important, extrêmement important. Les questions aussi le fait qu'ils se retrouvent confrontés, comme ça, en montant sur Paris, à la violence de la répression. C'était quelque chose. Et en fait, bon, c'est un peu, entre guillemets, une chance que le groupe de Chartres il était suffisamment proche de Paris pour aller très régulièrement à Paris. Enfin, je voulais avoir un truc local et en même temps que qu'on découvre Paris à travers leurs yeux aussi.
Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il fallait qu'on sente en fait d'où venait, parce que comment dire, si on compare à d'autres mouvements comme Nuit debout, qui est plus récent en fait avant les Gilets jaunes. Non, après il y a eu la mobilisation sur la loi travail. Mais disons que comme mouvement un petit peu nouveau, la grande différence, c'est que pour moi Nuit debout, en fait, c'était un moment de réflexion très important. Et là, en fait, avec les Gilets jaunes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'action, et en fait, l'action a mené à la réflexion. Et l'action, elle venait pas de n'importe où, elle venait d'une nécessité profonde, et la nécessité profonde, c'était celle du vécu de gens qui, comme Nathalie et Agnès, en fait, derrière elles ont un vécu où elles en ont marre de... Enfin, voilà, on sent bien dans le film, et que ça, il fallait qu'il existe, et que cette parole-là, elle pouvait être que intime et personnelle, il fallait... Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure de je me rendais compte de quoi j'avais besoin. Et ensuite, bon, après, on se retrouve avec 250 heures de rush et on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, c'est 1 an de travail avec ma monteuse où on essaye justement de tenir les fils. Et puis il y a des trucs auxquels j'avais pas nécessairement fait gaffe. En fait, en tournant cette histoire de Rick, moi, franchement, ça m'intéressait pas spécialement en vrai. Hein. C'était un peu comme Benoît. Et puis en fait, c'est en voyant que ça revient en fait ça revient beaucoup. En fait, il y a des espèces de nécessités internes au film, voilà, où il faut suivre en fait, il faut suivre ce qui existe. Oui, bon, je crois que c'est une question de sensibilité aussi de vous, le cinéaste. Vous avez dû avoir des positions à prendre quand même, des choix à faire pour suivre ces belles personnes. Et je trouve que c'est très sympa parce que c'est très humain. Et on peut s'identifier, je m'identifiais, personne lambda, retraitée, n'ayant pas été gelée sur les ronds-points, mais beaucoup d'admiration et de considération pour ça. Et c'est intéressant le RIC parce que ça donne quand même une idée, j'ai jamais entendu parler de ça, je suivais quand même les événements, et c'est très citoyen. Ça mériterait d'être encore approfondi. Voilà, bon, et pourquoi maintenant? Ça me fait plaisir de retrouver ce film, parce que c'est quand même ancien, hein, et ça nous a tous touchés, et ça a été un mouvement avorté quelque part. On a senti que beaucoup d'impuissance et de tristesse et d'amertume. Donc pourquoi maintenant? Vous avez pu le sortir maintenant, c'est super. Voilà, merci. Juste avec le distributeur, la KMBO, c'est vraiment un choix de le sortir maintenant au moment des élections présidentielles. Vraiment, pour... Je ne sais pas si on va changer la donne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nécessité profonde à remettre les questions soulevées au moment des Gilets jaunes. En effet, des questions sociale, de redistribution des richesses. On voit bien qu'en fait, quand même, un des trucs qui revient tout le temps, c'est qu'en fait, il y a des inégalités insupportables et qui font que certains ne peuvent pas vivre correctement. Et cette histoire de citoyenneté. Et en fait, on en discutait tout à l'heure là. En fait, maintenant, tous les candidats, ils ont mis un petit RIC dans leur programme. Mais en fait, les RIC, le mot RIC en lui-même, il ne veut rien dire. Il y a plein de manières de faire en sorte qu'il soit inopérant. Et en même temps, en fait, on voit bien que ce qui me désole, mis à part les discours vraiment dégueulasses à la Zemmour, c'est que en fait, il n'y en a aucun qui remet vraiment en question le rôle du président un peu tout-puissant. Or, en fait, finalement, un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est vraiment de dire, en fait, on en a marre d'avoir un système... Certes, c'est de la démocratie, certes, c'est cette démocratie représentative du style 5e République qui fait qu'il y a un président qui est un peu le tout-puissant. Alors, je te coupe, mais il y a quand même Clara Egger. Ah oui, oui, tu oublies quand même Clara Egger, qui est la seule qui remet en cause le rôle du président quand même. Oui, oui, oui. Parce que Clara Egger, la candidate aux élections, demande juste qu'il n'y ait que le RIC constituant dans son programme. C'est la seule chose. Et le président n'aura pas le pouvoir, ce sera le peuple. Voilà, c'est la seule candidate. Donc je me permets... Oui, mais... Alors la France Insoumise, je me permets de parler du label RIC parce que on travaille, donc, comme on vous a dit, sur le RIC. Si vous allez sur ric-france.fr, donc c'est facile à retenir, hein, on a étudié tous les programmes de RIC de tous les candidats.
Et on a fait, d'après plusieurs consultations citoyennes, on a fait une grille de lecture avec ce que les Français veulent de leur RIC, parce qu'il y a plusieurs RIC possibles. Et du coup, on les a notés et vous allez pouvoir mieux comprendre le RIC parce que vous avez les principes, les modalités et les processus. Et du coup, vous allez mieux comprendre ce qu'est un RIC parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent le RIC mais ils ne savent pas ce que c'est. Et en plus, vous allez pouvoir voir les différentes catégories et vous allez pouvoir voir les notes qu'on a attribuées en fonction des consultations citoyennes, donc au RIC des candidats aux futures élections présidentielles. Alors, moi, je voulais vous remercier beaucoup pour ce film. Donc, moi, à l'époque, j'étais pas dans les manifs de Gilets jaunes, mais par contre, j'ai intégré les manifs anti-pass à partir du 12 juillet dernier. Voilà, donc je trouve vraiment le film très intéressant, enfin, notamment sur tout ce que vous montrez au niveau de la distorsion médiatique. Entre ce qui était restitué par les médias, ce qui est le cas aussi actuellement, entre ce qui se passe à l'intérieur des manifs, où les gens sont pacifiques, et la violence policière en face. Voilà, je trouve que le film est vraiment très très éclairant à ce niveau-là. Et merci beaucoup, et j'espère que ce film va se diffuser massivement. Merci. Merci. Bonsoir, merci. Merci parce que, effectivement, pour moi, j'ai participé à toutes les manifestations depuis la fin du décembre. Mais on est parisiens de Montreuil. Et ce que vous avez montré, ce que j'ai appris, c'est comment ça s'organisait. C'est comment ça s'organisait, comment ça débattait. Ce que nous, en région parisienne, on n'a jamais fait. En tout cas, pas au sein de nos organisations syndicales associatives. Et j'ai été tout à fait impressionné par l'intelligence du débat, par la richesse qui sont dégagées, par les propositions. Merci de m'avoir montré ce que je n'avais pas vu pendant 1 an et demi de manif. Merci. Vous avez entendu? Non, si tu peux... Oui, alors l'idée c'est que le film est très riche dans la manière dont il nous montre les débats, l'intérieur des débats, la vivacité démocratique qui n'était pas forcément celle qui était présente dans les mobilisations à Paris, aux alentours, et qui on plonge à l'intérieur de groupes où on a un vrai exercice démocratique et une grande intelligence dans les prises de parole. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai participé aussi au mouvement, hein, j'ai fait avec notamment à côté, là, à Paris, pour le coup, à X manifestations des Gilets jaunes. Moi, j'avais peut-être 2 ou 3 questions. Bon, c'est un mouvement qui était extrêmement divers, hein, quand même, hein, par ses fonctionnements, par ses expressions. Mais bon, par exemple, il y a eu, à un moment donné, le regroupement d'un certain nombre de collectifs de Gilets jaunes, hein, issus de X villes en France, qui ont convergé vers ce qu'on appelle la déclaration de Commercy. Vous en avez entendu sans doute parler, et je crois que dans le film vous l'évoquez. Donc je voulais savoir si à Chartres, vous avez d'une manière ou d'une autre participé à cette dynamique. Il y avait eu également la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, qui est également évoqué dans le film. Est-ce que, voilà, à Chartres, et puis c'est l'Eure, hein, c'est le département de l'Eure, c'est ça? Eure-et-Loir. Eure-et-Loir. Est-ce qu'il y a eu des conséquences, des liens avec ces dynamiques-là? Une première question. Et puis ma deuxième question, parce que moi c'est un truc qui m'a fait halluciner, vis-à-vis duquel j'hallucine tout le temps, encore beaucoup, mais profondément, c'est la violence de la répression en fait. Ça fait des décennies qu'un gouvernement en France n'avait pas réprimé des mobilisations sociales comme celle des Gilets jaunes. Je sais pas, c'est difficile de trouver un qualificatif pour trouver le juste mot, mais une répression, mais terrible, vraiment.
Bon, et voilà, je voulais savoir par rapport à cette répression et à ce que le gouvernement, les forces, les flics, quoi, hein, voilà, ont fait. Quel regard vous portez par rapport à ça, par rapport à cette répression, par rapport à la police? Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous retenez finalement de quelle conclusion ou qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce mouvement-là? Alors, en ce qui concerne l'ADA, enfin les ADA, l'ADA, c'est les assemblées des assemblées. On est allé à celle de Saint-Nazaire, où on n'est pas d'accord avec Emmanuel, mais on n'a pas été satisfait du résultat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera un peu long, mais voilà, on n'a pas été satisfait du résultat et c'était quelque chose qui s'est... autant il y avait une super organisation sur Commercy, autant Saint-Nazaire, ça a été quand même, en tout cas à notre sens, un loupé. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. En ce qui concerne les violences policières, on est marqué. On est très marqué. Avec Agnès, on s'est trouvé sur les champs visés au LBD. Et, enfin, je dis merci au plexiglas. Et donc, c'est difficile de retourner en manif. Agnès n'y va plus trop. Moi, j'y retourne avec mon compagnon Didier. Mais enfin, je retourne que sur les grands appels. J'y vais plus tous les samedis parce que c'est épuisant. Et même si on a peur, enfin, on continue d'y aller parce qu'on doit être là. Et ce que j'en retire, je parle que pour moi là, c'est qu'on n'est pas assez. C'est très bien ceux qui nous soutiennent, mais il faut venir avec nous, il faut nous rejoindre. C'est pas le tout de regarder. Voilà. Alors moi, je vais rajouter quelques petits détails par rapport à Nathalie. Alors, la question de l'ADA, je pense que vous avez... L'Assemblée des Assemblées, vous avez compris, Chartres, voilà, ça n'a pas fait avec Chartres. Sur la question des violences, oui, comme dit Nathalie, merci Plexiglas des jardinières du Quick le 16 mars. On était entre des black box et des CRS et ça a tiré... on a encore les photos. Hein. Le plexi était hauteur de nos têtes et ils nous ont vraiment visé nos têtes, quoi. Et ce que je retire, moi, du mouvement, c'est une fraternité. À Chartres, par exemple, je ne sais pas sur Paris comment c'est, mais sur les ronds-points, il y a une fraternité énorme. Et c'est vraiment... quoi qu'il se passe, on sera toujours là pour tous les autres. Même si, à l'heure actuelle, à Chartres, on travaille tous sur différents points et on s'est spécialisé, nous sur le RIC, d'autres sur d'autres, il y en a qui sont encore sur le rond-point, d'autres qui travaillent ailleurs. Et on a un appel de l'un, on arrive tous, quoi. C'est vraiment cette unité, cet amour, voilà, cette fraternité, ouais, fraternité, quoi. Je dis juste un petit mot juste sur l'Assemblée des Assemblées. En effet, parce que en fait, on est allé à l'Assemblée des Assemblées avec Nathalie, avec Benoît et avec Alan. Et moi, j'avais vraiment envie de montrer ça, puisque pour moi, je le voyais comme étant un peu l'aboutissement de cet effort d'organisation qui avait lieu au niveau local, au niveau départemental, que je montrais dans le film, et puis l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire. Alors, en effet, on n'a pas le même regard avec Nathalie sur ce qui s'y est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même organisé pendant 3 jours des délégués qui venaient de toute la France, avec 500 délégués, avec l'idée de produire des textes. Et en fait, sans dire si c'est bien ou pas ce qui était écrit, tout ça, mais juste en fait, à la fin, ils voulaient que chaque décision, soit ensuite revalidée au niveau de chaque rond-point. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que... Enfin, c'est là où ça pose la question vraiment de la démocratie, et puis sans structure existante, en fait. Et qu'il fallait tout créer, en même temps, le problème, c'est que les délégués qui arrivaient là pouvaient être eux-mêmes remis en question sur chaque rond-point, et en tout cas, l'espèce de processus devenait d'une lourdeur pas possible, et je crois que à Chartres, ça n'a pas pris, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de ronds-points où finalement, ce qui avait été discuté
à Saint-Nazaire ne l'était plus, n'était pas sur chaque comprend. En fait, là, on voit que le cœur, un des cœurs de la problématique intérieure des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement spontané qui a fait un effort d'organisation incroyable. C'est incroyable qu'il ait pu y avoir des mobilisations communes. Et en même temps, comme il n'y avait pas de structure qui pouvait aider, en fait, à la fois parce que les Gilets jaunes refusaient, par exemple, les syndicats, les partis politiques, mais aussi parce que de l'autre côté, il n'y a pas eu en tout cas une convergence, et ben c'est très compliqué d'organiser un mouvement à l'échelle nationale comme ça, tout en cherchant en même temps à créer des structures démocratiques. Et voilà, c'était une vraie difficulté dans le mouvement des Gilets jaunes, quoi. Personnellement, j'ai trouvé ce reportage excellent, mais j'ai une question en regardant les scènes de manifestation à Paris. Est-ce que vous trouvez que les scènes de violence, la violence qui se passe dans les manifestations, dans les médias, sont minimisées ou sont, disons, abusées? Alors, ayant vécu le 16 mars et ayant cette peur maintenant de venir en manifestation à Paris, je peux te jurer que ce que tu vois dans les médias, c'est faux, tu vois 30 secondes de violence et tu auras cette image en boucle tout le week-end. Moi, j'ai fait le 1er décembre aussi. Je suis arrivée à 5h du matin sur les Champs-Élysées seule avec 2 amis. Il faut savoir que tout se passait bien. On nous a remonté gentiment jusqu'à 8h30 en haut de la place de l'Étoile. Et là, il y a M. Castaner qui est arrivé et qui a dit « on charge ». Alors qu'on était 50 assis en train de chanter. On n'était même pas debout. On était vraiment... voilà. Et là, je suis restée bloquée 5 heures sur la place de l'Étoile, à vouloir sortir parce qu'à la fin, j'en pouvais plus du gaz. 5 heures gazé. Et ce qu'on voit, c'est les médias t'ont montré la casse de l'Arc de Triomphe. Sauf qu'ils n'ont pas montré que pendant 5 heures, il y avait autour de la flamme du soldat inconnu, les gilets jaunes qui protégeaient la flamme, les gaz. On se mettait toutes comme ça pour protéger. Et ça, les médias ne le montrent pas. Ils t'ont montré juste l'arc abîmé. Alors que voilà, c'était quand tu es enfermé dans le gaz pendant 6 heures, que tu demandes à sortir, qu'on t'empêche de sortir, c'est juste. Je cautionne pas la casse, mais je la comprends, quoi. Ah ouais, non, je comprends. Oui, merci Philippe. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 68, j'ai jamais vu une violence policière comme ça. Et c'est pas seulement envers les Gilets jaunes, je ne sais pas, j'ai été à un défilé du 1er mai, j'ai vu la police interrompre le défilé, et puis les gaz lacrymogènes. Et les Black Blocs cassant toutes les vitrines, et on les laissait faire. Et ça, c'est courant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment... Une fois, j'ai parlé à 2 policiers en allant à un défilé, et je leur dis bonjour, et je dis allez-y doucement. Et il y en avait un qui devait être le supérieur hiérarchique. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous n'avez pas lui parlé, enfin. Alors que, encerclé sur le canal Saint-Martin, il y avait une jeune femme qui distribuait des roses aux policiers et tout ça. Ils nous ont encerclés, on ne pouvait même pas sortir. Quand on est dans une manif, on ne peut même pas sortir de la manif. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai dit alors quoi, on est obligé de manifester, vous nous cantonnez là. C'est vrai qu'on est dans un État qui est de plus en plus policier. Et ils ont des ordres. C'est ça qui est le truc. Bon. Moi j'aimerais bien juste qu'on revienne sur un personnage dont on a un tout petit peu parlé. C'est la figure d'Alan, et qui est le personnage qui connaît peut-être l'évolution la plus marquante à mesure du film, c'est-à-dire qu'il change, il évolue, et en même temps on a un porte-parole officiel qui est Benoît, et Alan semble aussi être un vrai porte-parole puisqu'il est sans cesse en train de relayer l'action à travers son téléphone. Lui, comment vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il était déjà présent? Et puis qu'est-ce qu'il vient apporter au film, notamment dans sa dimension il a une intention particulière à la question écologique qui détonne un peu, qui diffère en tout cas des autres propos des personnes.
Oui, bien. Alan, donc c'est le jeune là, que vous voyez qui filme avec son téléphone portable. En fait, il faisait partie du groupe dès le début. Et c'est vrai que moi, il m'a interpellé, notamment quand il est là, quand on le voit donc filmer, faire son live Facebook, commenter l'action. Et pour moi, en fait, il incarnait déjà quelqu'un de très sympathique, mais aussi cette jeunesse. En fait, ce que vous savez pas, c'est que, et ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'en fait, lui, il vient d'un milieu très modeste, très modeste. Mais il voulait pas rentrer dans le salariat, il voulait pas travailler, il voulait pas s'échiner à travailler comme faisaient ses parents. Et donc en fait, il a gagné sa vie, en faisant du poker en ligne. Il est parti à Malte, où apparemment il gagnait très bien sa vie de cette manière-là. Mais il a fait une sorte de, il a eu une perte de sens, ça rime à quoi tout ça? Et en fait, les Gilets jaunes ont été là pour lui ont rappelé, lui ont redonné du sens lui ont permis de se dire en fait, mais s'il y a quelque chose qui a du sens, c'est cette humanité-là. Enfin, disons qu'il s'est engagé à fond dans le mouvement. Là, ouais, il y a beaucoup de discussions en même temps. Il s'est engagé à fond dans le mouvement et comment dire? En fait, parce que finalement, il est à l'image de ce que la société a proposé en fait à toute cette jeunesse-là, c'est-à-dire de s'engager à gagner de l'argent. En fait, en gros, ce qu'on leur dit, c'est il faut que vous gagniez de l'argent, il ne faut pas que vous vous posiez des questions. Et en même temps, ils voient bien que si on reste dans un système capitaliste avec la croissance toujours en ligne de mire, ça mène à la destruction. Et en fait, finalement, il incarne une jeunesse qui a juste conscience qu'il y a quelque chose qui va profondément pas. Et en fait, lui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense aux Gilets jaunes, à la question écologique, puisque même on a accusé au départ les Gilets jaunes d'être anti-écologiques, puisque c'était la taxe écologique, entre guillemets, sur le carburant qui avait déclenché la colère au départ. Mais en vrai, ce qu'on voit dans le film, et en fait ce que je ressentais en voyant dans le mouvement, c'est que il y avait la volonté de changer la société. Il y a toujours la volonté de changer la société, voir le monde, de repartir sur de nouvelles bases. Et dans cette nouvelle base, il y a aussi la question écologique qui arrive. Et en fait, après on l'a vu avec Extinction Rebellion, en fait, que les jeunes étaient prêts à faire des actions aussi de blocage. Finalement, ils ont fait aussi des choses qui étaient inspirées d'une certaine manière de mode d'action Gilets jaunes, en fait, après avec Extinction Rebellion. Et après, il incarne aussi quelque chose avec ses lives Facebook. Bon, dans le mouvement des Gilets jaunes, tout le monde filmait tout le temps. C'était un drôle de truc. Mais je trouve ça assez fascinant, en fait, cette espèce de mouvement qui se regarde lui-même. En tout cas, moi, je crois qu'il y a une espèce de spirale médiatique. En fait, on voit aussi que, parmi les raisons pour les... Enfin, ce qui est clair, ce que je voyais, moi, c'était que finalement, les Gilets jaunes ne regardaient plus vraiment les médias. En fait, la communication se faisait en interne. Se faisait pas en regardant BFM. BFM, c'était regardé juste pour pouvoir se faire mal un petit peu. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les Gilets jaunes et le Second Congrès de Saint-Nazaire avec ses défauts, ses qualités, et l'investissement dans lequel vous êtes rentré? Comment vous voyez les suites, la façon d'animer ça, qui ne serait pas un accaparement par des représentants d'un mouvement? Comment est-ce que vous voyez ça? J'ai une deuxième question. Le titre, Un peuple, comment c'est venu? Ok, je réponds pour Un peuple. Un peuple, parce que il y avait un truc très marquant, c'est qu'en fait les Gilets jaunes disaient toujours qu'ils étaient le peuple. C'était vraiment net. Enfin, et je pense, en faisant ça, il faisait référence à la fois au côté... il y avait vraiment un côté d'incarnation dans le peuple français, avec la Révolution française derrière. C'était ce peuple-là. Et il disait le peuple aussi face aux élites. Parce que un des aspects là dont on n'a pas parlé, c'est vraiment qu'il y avait une colère contre les élites qui gouvernent, etc. L'idée d'oligarchie. Donc c'est le peuple dans ce côté populaire. Mais en même temps, il y a énormément de gens qui regardaient ça et qui disaient, mais en fait... et qui disait non, vous n'êtes pas le peuple. Et le patron de la foire fouille là, qui parle, il pourrait dire non, mais en fait vous représentez juste une toute petite frange du peuple. Donc de quel droit vous dites que vous êtes le peuple?
Et en fait, il y a aussi donc l'idée de le peuple, c'est l'ensemble des citoyens d'une nation. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant, du coup, justement, de ne pas dire le peuple, mais de dire un peuple, dans le sens où on opère un décalage. C'est-à-dire que c'est un des peuples français, mais c'est l'idée derrière plus importante, en fait, c'est que, en réalité, en se rassemblant sur un vécu commun, en fait, c'est comme si les Gilets jaunes avaient retrouvé une unité qui fait peuple. Pour moi, ils ont créé un peuple. Et puis c'est très fort, hein, je pense que j'ai l'impression qu'il y a des Gilets jaunes dans la salle. C'est que moi, c'est au bout de 2 semaines, en fait, les gens qui se disent des Gilets jaunes, c'était comme, on sentait bien qu'ils seraient Gilets jaunes toute leur vie, en fait. Une fois qu'on est Gilets jaunes, il y a vraiment une identité très forte, je pense que tu pourrais dire ça, que en fait, c'est comme si en fait, le Gilet jaune avait d'un coup identifié quelque chose de très profond et que j'ai jamais retrouvé dans un autre mouvement. Ou alors, au bout de plusieurs années, tu vois, peut-être que des militants CGT, ils se sentent CGTistes, voilà, de manière très forte, mais c'est pas au bout de 2 semaines. Là, c'était au bout de 2 semaines que vraiment, je pense, ça a agrégé quelque chose à la fois de la France, parce qu'il y a une histoire française derrière, et de ce côté de faire peuple, parce qu'en fait on vit les mêmes choses, quoi. Et à propos du RIC et des assemblées, on a beaucoup travaillé avec Hakim Lo, que vous voyez dans le film parler du RIC, et qui nous a en gros formés à la facilitation. Et du coup, ça nous permet de plus facilement dialoguer entre nous. Et je pense que c'est ce qui a manqué à l'ADA de Saint-Nazaire. Pas pour la critiquer, parce que voilà, c'est cette forme de discussion possible avec autant de groupes, quoi. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de groupes que c'était compliqué, quoi. J'espère avoir répondu à votre question. Bonjour, merci beaucoup déjà parce que c'est un très beau film et aussi pour toutes les luttes que vous faites. Moi j'avais une question concrète sur Benoît, et quand il s'énerve avec la fille, je voulais savoir si vous aviez réussi à résoudre ce problème. Et ensuite je voulais savoir en fait toute la force de cette lutte et la confrontation dans les manifestations. Politiquement, qu'est-ce que vous avez changé en vous, parce que du coup c'est super beau tout ça, toute l'évolution de comment on s'organise, comment on change politiquement, et je voulais savoir qu'est-ce que ça avait changé en vous politiquement. Bon, alors pour la première question, il n'y a pas eu de réconciliation entre Benoît et je me rappelle plus Sabrina. Sauf que Sabrina, quand Emmanuel nous a présenté le film la première fois, en fait, a compris aussi pourquoi il y avait ces tensions, et du coup nous a dit que même si elle n'était pas amie avec Benoît, elle était totalement prête à travailler de nouveau avec nous. Donc voilà, il y a beaucoup de tensions qui se sont un peu réglées comme ça au fil du temps. Et puis, le fait qu'il y a eu le Covid aussi, du coup, on s'est pas vu pendant très longtemps, et ça a aussi apaisé certaines tensions qu'il y avait. Donc ça, c'est la première chose. Désolée, j'ai oublié la deuxième question. Comment ça t'a changé comment ça m'a changé ça m'a pas changé politiquement, en fait. C'est juste que je m'intéresse plus à la politique par rapport à avant. Avant, je la subissais, maintenant, j'ai plus envie de la subir, j'ai envie de la construire. Voilà. C'est ça qui a changé, en fait. On va prendre une dernière question, deux dernières questions, et après, ça ne va pas durer longtemps, c'est à propos du film et à propos du son. J'ai trouvé que le son était formidable parce que c'est quelque chose qui est toujours inquiétant. Et du coup, ça entretient une sorte d'inquiétude à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Vous voyez, c'est crescendo, et c'est tout à fait... je ne sais pas qui est l'ingénieur du son. Alors, il y a celui qui a pris le son, c'est Antares Bassis. Celui qui a monté le son, c'est Manuel Vidal. Et celui qui a mixé le son, c'est Simon Apostoulou. Ah ouais, il en faut 3. Il en faut 3, ouais. D'accord.
c'est très réussi. Hein, oui, alors je ne sais pas si vous, quand vous dites le son inquiétant, si vous pensez en particulier aux manifestations, peut-être. Oui. Oui, parce que oui, là, on faisait vraiment, on a fait des prises de son pour avoir aussi un son en stéréo, parce que c'est ça, c'est vrai qu'une des choses les plus impressionnantes dans les manifestations, et ils le savent bien la police, puisque les grenades de désencerclement sont des grenades qui explosent, qui font du bruit exprès pour faire peur. Il y a le côté lacrymo, mais il y a aussi des explosions. Donc nous, on voulait qu'on... c'est vraiment... c'est rare que j'ai eu, pour avoir fait beaucoup de manifestations, qu'il y avait ce côté à ce point-là chaotique. C'est-à-dire qu'on pouvait être à un endroit, mais ça pouvait péter à gauche, à droite. Et en fait, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait dire on s'écarte et là on est tranquille pendant le reste de la manif. C'est ça la grande différence. Et en effet, ça crée une atmosphère d'inquiétude, quoi. De ne pas sentir qu'on peut se protéger de manière sûre. Et c'est surtout quand ils montent vers les lieux de manif. C'est à ces moments-là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre son, mais ça monte en même temps. Ou c'est techno, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, oui, il y a un moment donné où il y a un peu de musique, peut-être quand même, pour ajouter un peu de... Oui, oui. Bonsoir, bravo d'abord, et pour le film, pour l'action. Et j'ai une question sur les manifestations qui sont déclarées, celles qui ne le sont pas. Moi, je ne sais pas bien comment ça se passe. Du coup, qu'est-ce qui vous empêche de les déclarer? Parce que il y en a qui sont organisées. Il y a celle du 16 mars, une belle séquence avant où on voit autour au rond-point prendre conscience. Il y a une mise en scène aussi, mais une conscience du danger de celle-ci. Pourquoi elle n'était pas déclarée? Qu'est-ce qui vous pousse finalement à quand même à y aller, même si on voit les visages de chacun un peu inquiets? Alors il faut savoir que celle où vous me voyez faire remonter les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'est la première manifestation, donc c'était le 5 janvier 2019, c'est la première manifestation à Paris déclarée. Il faut savoir que pour déclarer, il faut des noms. Et vu que tous les Gilets jaunes, on n'était pas structurés, il n'y avait pas de structure, c'est pas un syndicat qui peuvent donner un nom. C'était vraiment, voilà, tous les Gilets jaunes qui sont dans la salle vous le diront, c'était une horizontalité, on ne voulait pas de rechef, on ne voulait vraiment rien. Donc c'était difficile aussi de déclarer. Et nous, à Chartres, on s'est dit, mais on déclare à Paris, on y va, on tente, on essaye, parce qu'on voulait emmener nos mamies, nos mamans, parce que voilà, c'est nos mamans, et nos personnes handicapées. On voulait vraiment emmener le plus de monde possible, parce que vu qu'il y a eu toute cette violence déjà depuis les premiers actes, on s'est dit, en déclarant, il n'y aura pas de violence, vu que quand il y avait des manifestations syndicales avant, il n'y avait pas de violence. On s'est aperçu que ça ne servait strictement à rien, qu'il y avait autant de violence, déclarée ou pas déclarée. C'est pour ça que le 16 mars, elle était plus déclarée, quoi. On a tenté pour essayer d'emmener tout le monde, mais on s'est aperçu que la violence était toujours là, quoi. Après, c'est pas exactement complètement comme ça. Il y a eu un choix. Si, la manifestation qu'on voit dans le film que toi tu as déclarée, oui. Quand elle s'est arrêtée à Bourse, elle a été déclarée jusqu'à Bourse, oui, et c'était bien passé. Oui, celle qui a été jusqu'à la Bourse, ça s'est bien passé. Sauf qu'il y avait celle de Éric Drouet, Pressia, derrière, qui allait de l'hôtel de ville à je sais plus où, mais elle s'est arrêtée bien avant, parce qu'elle s'est arrêtée au Bétinger, sur le pont, où M. Bétinger... En fait, c'est aussi qu'il y a eu un choix pour certains, pour des raisons qui sont aussi des raisons de dire, en fait, on ne souhaite pas déclarer les manifestations parce qu'on ne reconnaît pas, on ne veut pas demander l'autorisation. Donc en fait, Éric Drouet et d'autres, en fait, les premières manifestations étaient volontairement non déclarées, de ne pas accepter l'idée d'avoir un cortège qui aille de tel endroit à tel endroit. Et celle du 16 mars, c'était ça aussi, c'était de dire non, en fait, on refuse, parce que de toute façon, à vrai dire, ils n'auraient pas eu l'autorisation de manifester sur les Champs-Élysées. Donc il y avait un choix aussi de dire en fait on casse les codes. C'était aussi ça. Si je peux me permettre, à la sortie, vous avez des flyers du film où Benoît, Alan, moi et Nathalie, on vous a mis un petit message chacun. Je ne sais pas si vous les avez. Voilà. Sur la page Facebook Un Peuple, le film, vous avez des podcasts, vous avez 4 podcasts, si vous voulez encore diffuser, écouter. Et voilà, n'hésitez pas à parler du film et
on a besoin de vous tous pour que le film soit vu le plus possible. Merci Nathalie, merci Didier aussi. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Le film évidemment est à l'affiche du Méliès. Allez-y, profitez-en. À bientôt. Ouais.